également que le vote militaire et paramilitaire demeure un scrutin secret. Donc, pas de dépouillement à la clôture du vote. Les urnes sont alors scellées sous l'œil vigilant des membres du bureau qui apposent leur signature. Ensuite, ces mêmes urnes sont acheminées sous bonne escorte policière au tribunal départemental. Les bulletins de vote non utilisés sont aussi incinérés, une façon de respecter le règlement contenu dans l'article R54 du code électoral réservé au vote militaire et paramilitaire. Benabo, le Sénégal, pays de grande démocratie, 19 mars, date l'anniversaire de la maturité politique du peuple sénégalais. Ce jour, le monde se souvient de la belle leçon que le Sénégal lui avait servi en 2000. Une alternance pacifique et démocratique. Retour sur ce jour d'histoire et de gloire avec Oumou Kalsoum Sall. 19 mars 2000, la première alternance politique s'opère au Sénégal. Abdoulaye Wade arrive en tête au second tour de l'élection présidentielle avec 58,49%. Abdou Diouf, le président sortant, obtient 41,51%. Il accepte dans la plus grande élégance sa défaite. Ainsi, Abdou Diouf quitte le pouvoir après 20 ans à la tête de la magistrature suprême. Le Sénégal donne la plus belle des leçons démocratiques dans une Afrique en proie à des guerres et des troubles post-électoraux. Maître Abdoulaye Wade arrive au pouvoir après 26 ans passés dans l'opposition. Un vent d'espoir souffle sur le Sénégal de El Hadji Malick Sy, Cheikh Ahmadou Bamba, Cardinal Hyacinthe Thiandoum, Léopold Sédar Senghor, Mamadou Dia. Les Sénégalais avaient fini de montrer leur maturité à travers un vote utile dans le calme. 12 ans après, le Sénégal continue son bonhomme de chemin basé sur un commun vouloir de vue commune. Ce 19 mars coïncide avec l'entre-deux tours de la présidentielle. Au premier tour déjà, les Sénégalais se sont exprimés dans le calme et la sérénité. Dimanche, les électeurs retourneront aux urnes, une occasion de montrer à la face du monde que le 19 mars 2000 n'était pas un accident politique, mais l'expression démocratique d'une volonté populaire. Ce 20 mars, les 890 millions de francophones du monde célèbrent la journée internationale de la francophonie. La date du 20 mars marque la naissance du premier accord de coopération entre pays du Sud ayant en commun la langue française. Rappel historique avec Dahaba. Niamey, capitale du Niger, pays de l'Afrique de l'Ouest, est la ville natale de la francophonie institutionnelle. L'initiative était portée en mars 1970 par 4 chefs d'État, un asiatique et 3 africains, parmi eux le premier président du Sénégal indépendant. Dès l'arrivée au pouvoir du général de Gaulle, n'est-ce pas, nous avons été 3 chefs d'État, n'est-ce pas, un arabe et 2 négro-africains, à préconiser la création d'un ensemble politique, culturel et économique, la francophonie. L'agence a depuis subi 2 mutations et elle est devenue aujourd'hui Organisation internationale de la francophonie. L'essentiel pour cette communauté qui s'est dotée au sommet de Hanoï d'un secrétaire général, c'est de penser à son futur. En termes de chiffres, la francophonie, c'est aussi plus de 70 États répartis sur les 5 continents. C'est également une langue utilisée par 96 millions de personnes en Afrique. La 3e langue de la toile est enseignée par 900 000 professeurs dans le monde. En prélude de cette journée de la francophonie, nous sommes allés à la rencontre du monde scolaire. Élèves, étudiants et enseignants se prononcent sur la baisse de niveau, surtout de la langue française dans nos écoles. Kalton Gueye. Pour maîtriser une langue, il faut la pratiquer. Ce manque de pratique est un des facteurs qui explique la baisse du niveau en français des élèves et étudiants. Il doit y avoir plusieurs causes, mais la cause essentielle, c'est que les élèves ne parlent plus français. Ils ne parlent plus français parce qu'ils ne pratiquent plus la langue. Une langue, on ne peut pas seulement la pratiquer en classe et vouloir bien la connaître. Pour
parler une langue, que ce soit le français, que ce soit le wolof, l'anglais ou autre, il faut la pratiquer. Or, malheureusement, les élèves évoluent dans des cadres où ils ne parlent qu'une seule langue, leur langue maternelle, et ce faisant, le français est relégué sur les papiers. La lecture participe au développement et à la maîtrise d'une langue. De plus en plus, elle est délaissée au profit de l'Internet. On a un peu négligé la lecture et qu'il ferait mieux quand même redéployer des moyens par rapport aux bibliothèques des écoles, inciter les enfants à beaucoup lire parce qu'on a tendance à ignorer quand même les livres maintenant et c'est très important dans l'éducation. On n'a pas le temps de lire avec les nouvelles technologies de l'information. À 2 minutes, on a toutes les informations dont on a besoin. Donc avec les SMS, on abrège les abréviations. Donc tout ça, ça explique qu'on n'a même pas le temps de lire avec, dans ce monde moderne, non, vraiment. Le wolof, une des langues nationales, est beaucoup plus parlé que le français, la langue officielle. C'est une grosse faiblesse aujourd'hui dans toutes les écoles parce que les professeurs ou les éducateurs parlent wolof aux enfants. C'est ça le problème. Voilà, nous on a été dans des écoles, on a eu la chance à l'époque d'avoir des responsables français et même des éducateurs sénégalais qui parlaient français. Mais aujourd'hui, ces jeunes-là, qui est l'avenir de demain, je pense que c'est vraiment le fiasco total. Il y a nos parents ou nos grands frères qui ont des niveaux de terminale ou des niveaux de BFM qui savent s'exprimer mieux que nous qui sommes des maîtrisards. Le niveau en français des élèves et étudiants a chuté. Ceci s'explique par plusieurs facteurs. Pour résoudre ce problème, il faudrait que la promotion de la langue de Molière soit revue à la hausse dans les écoles, les lycées et les universités. Au Sénégal, la journée de la francophonie sera célébrée autour du thème « Le français dans tous ses états ». Une série d'exposés qui sera précédée par une cérémonie officielle qui marque le point de départ de plusieurs activités qui vont prendre fin le 31 mai prochain. Je vous propose tout de suite d'écouter le directeur de la francophonie et le directeur de cabinet du ministère de la Culture au micro de Dahaba. C'est le thème de cette année. Le français est une chance. Et Madame le ministre d'État, Awa Ndiaye, a également beaucoup insisté sur cet aspect. Le français est une chance, justement, parce que c'est une langue qui est partout présente, que nous partageons, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est une langue qui s'enrichit de toutes les autres, des apports de tous les peuples et de toutes les langues. Madame le ministre d'État le dira d'ailleurs dans son message, c'est une chance extraordinaire d'union des peuples. La langue française peut être déclinée de plusieurs manières. Il y a des langages particuliers, il y a des parlers particuliers, suivant les groupes, suivant les catégories sociales, suivant l'âge, etc. Donc c'est cette diversité-là de l'expression de la langue qu'on a voulu faire apparaître. Voilà. D'autant plus que, bon, si je prends le cas du français dans le rap ou du français dans les SMS, ce sont des préoccupations vraiment très, très actuelles. Ainsi se referme la page que nous dédions à la cérémonie qui marque donc la célébration de la francophonie à travers le monde, célébration prévue demain 20 mars 2012. Il y a un gap qui existe entre les conventions et les textes qui régissent le Code de la famille. Le ministère du Genre et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme veulent corriger les imperfections. Ils ont ensemble réalisé une brochure. Voici les explications de Oumoul Khairignan. Elle est au micro de Jaina Badja. La première démarche a été donc une étude diagnostique, donc qui ne s'est pas limitée, comme vous le voyez, au Code de la famille, mais qui a touché l'ensemble des textes de loi, etc. Et il est ressorti qu'il existe un gap entre les conventions et les textes nationaux. Par exemple, tout ce qui est disposition sur l'âge légal au mariage, la transmission de la nationalité, la direction du ménage, etc. Donc toutes ces questions et d'autres sont en déphasage avec la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, qui est la CEDEF, et également en déphasage par rapport au protocole à la charte africaine
des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits de la femme qu'on a en Afrique, qu'on appelle généralement le protocole de Maputo. Et cette harmonisation est un effort de plus qui va vraiment enrichir les possibilités des femmes de bénéficier amplement de l'ensemble des lois et dispositifs qui sont contenus dans ces instruments au niveau régional et au niveau international pour vraiment faire valoir leur droit à avoir recours, etc. L'Agence française de développement appuie la Banque de l'Habitat du Sénégal. L'AFD a mis à la disposition de la BHS de 2 lignes de crédit pour un montant global de plus de 5 milliards de francs CFA. L'accord signé ce matin permettra à la banque de faire face aux besoins des promoteurs immobiliers et ménages à faible revenu. Les explications avec René Léon Fonseca. La Banque de l'Habitat du Sénégal et l'Agence française de développement plus que jamais motivées à libéraliser l'accès au logement. La banque dispose désormais de plus de 5 milliards de francs CFA, un montant qui permettra de refinancer des crédits immobiliers à moyen et long terme. La BHS finance tout type de logement, mais essentiellement également les Sénégalais à faible revenu, ce qu'on appelle le logement social. La particularité de cette convention, c'est qu'elle cible des projets qui aboutissent à des prix de logement inférieurs à 20 millions et elle vise des salariés qui ont des revenus compris entre 250 et 350. Donc c'est vraiment les personnes à revenus modestes qu'il faut aider. Un premier prêt a été accordé à la BHS en décembre 2008 pour un montant de 3 milliards. Il a permis d'apporter 134 crédits immobiliers à des ménages à revenus modestes. Pour l'AFD, l'aide au développement, c'est aussi financer les entreprises privées. Le créneau de l'activité de la BHS est à la fois important pour le développement, parce que le logement et la construction, c'est une activité économique fondamentale, et d'autre part parce que ça cible une population qui n'a justement pas les hauts revenus, etc., mais ça cible le développement social. À travers cet accord, la BHS va également approfondir sa politique de responsabilité sociale et environnementale. À présent, ce communiqué avant de poursuivre ce journal, le directeur général des élections rappelle aux électeurs qui n'avaient pas retiré leur carte avant le 26 février 2012 qu'une nouvelle période de distribution des cartes est ouverte depuis le 8 mars et se poursuit jusqu'au 24 mars 2012 à 18h. Il les invite à se rendre au niveau des commissions administratives munies de leur carte nationale d'identité numérisée et de leur récépissé. Les électeurs habitant les entités découpées doivent retirer leur nouvelle carte contre l'ancienne. En cas de perte du récépissé ou de l'ancienne carte, l'électeur concerné peut toujours se rendre à la commission et recevoir sa carte après une déclaration sur l'honneur. Notez bien, les cas de perte de carte ne concernent que les électeurs des entités découpées et qui n'ont pas encore retiré leur nouvelle carte. Pour toute information complémentaire, s'adresser au préfet ou au sous-préfet. Actualité internationale, en France, 4 personnes ont été tuées, dont 3 enfants, lors d'une fusillade dans une école à Toulouse. Face à ce drame, la campagne électorale est mise en parenthèse. Les vitres, le portail d'entrée et la façade de l'école Ozaratora, criblés d'impacts de balles. Lorsque les ambulances et les forces de police affluent de toute la ville peu après 8 heures ce matin, il est déjà trop tard. Un homme armé vient de semer la terreur à l'entrée de ce collège-lycée de confession juive avant de prendre la fuite. Traumatisés, les élèves quittent l'établissement, souvent accompagnés de leurs parents. Ils ont vécu une scène d'horreur à l'heure d'entrer en classe. On entend des coups de feu d'un coup et on a eu tous très peur. La CPE et tout ça ont appelé la police et les pompiers et tout ça. On était tous choqués. Quelques minutes plus tôt, un homme casqué se présente sur un scooter de grosse cylindrée. Il sort une arme et ouvre le feu, comme l'expliquent plusieurs témoins. Il y avait un monsieur dans la cour, je voyais que le dessus du casque et il tirait sur tout ce qu'il y avait pas trop loin. Et je voyais tous les gamins qui partaient, qui détalaient, ils tiraient quasiment à bout portant, même pas 1 mètre. Je suis rentré dans ce portail vert qui est juste derrière vous
Et c'est là où j'ai entendu des coups de feu. Donc, je me suis pas retourné, j'ai commencé à courir vers l'intérieur. On s'est caché dans la synagogue, après dans la cave en dessous, jusqu'à que la police est venue nous chercher et nous dire qu'on pouvait sortir. Et c'est là où on a vu la catastrophe qui s'est passée. La scène dure moins d'1 minute. Le tireur est méthodique et déterminé. Il a tiré sur tout ce qu'il avait en face de lui, enfants ou adultes. Des enfants ont été poursuivis jusqu'à l'intérieur de l'école. Le bilan est lourd. Un professeur de 30 ans est retrouvé mort. À ses côtés, ses 2 enfants de 3 et 6 ans, sans vie, eux aussi. La fille du directeur de l'école, 8 ans, a également été abattue pendant qu'un adolescent de 17 ans, grièvement blessé, est évacué vers l'hôpital. Très vite, les parents d'élèves affluent, angoissés et désemparés. Des morts, des blessés, des gens fauchés, c'est absolument insupportable. Selon les premiers éléments, l'une des 2 armes utilisées par le tireur est la même que celle qui a donné la mort à 3 militaires la semaine dernière dans la région. Pour les policiers, il n'est plus question de retrouver un banal suspect. Celui qu'ils traquent est désormais considéré comme l'ennemi public numéro 1. En Indonésie, la guerre contre le terrorisme s'intensifie. Après un raid policier à Bali, la sécurité a été renforcée. Sécurité renforcée à Bali. 2 raids policiers ce week-end sont venus raviver les craintes de nouvelles attaques terroristes dans l'île indonésienne au lieu du tourisme international. L'opération menée par les forces de l'ordre a fait 5 morts, 5 terroristes selon elle, liés à de précédentes enquêtes et qui levaient des fonds à Bali pour leurs attentats. Ce groupe avait planifié plusieurs actes terroristes à Bali, dans différents endroits comme des cafés, ainsi que des cambriolages de bureaux de change. Les raids ont mobilisé dimanche une centaine de policiers contre cette cellule présumée d'extrémistes. Mais les touristes étrangers séjournant près du lieu de l'attaque n'ont pas compris ce qui se passait. On a supposé que c'était des feux d'artifice, mais en y repensant, le son était un peu différent. Tout le monde garde en mémoire les attentats de 2002 qui avaient fait plus de 200 morts à Bali. Mais tout le monde ne verse pas pour autant dans la psychose. Je pense qu'après cela, ils ont neutralisé les terroristes. Donc, il n'y a plus d'insécurité. Le dernier attentat majeur en Indonésie remonte à 2009. 9 personnes avaient été tuées dans 2 hôtels de luxe à Jakarta, alors que depuis 10 ans, le pays s'est lancé dans une véritable guerre contre le terrorisme. Des centaines d'islamistes ont été arrêtés ou exécutés. Cette opération policière intervient alors qu'a débuté le mois dernier à Jakarta le procès du militant Umar Patek, accusé d'avoir été l'artificier des attentats de Bali en 2002. À présent, nous accueillons un sportif en bout traditionnel. Abdoulaye, bonsoir. Bonsoir, Thierno. Au menu de l'Indisport, football, karaté, pétanque, hippisme. Abdoulaye, nous vous avons déjà salué, mais nous commençons par la Ligue 1. La Ligue 1, Djaraf qui a complètement écrasé Yego, 4-1. Oui, Thierno Ahmadou, le Djaraf de Dakar a laminé hier au stade Demba Diop le promis Yego sur la marque de 4-1, un succès retentissant. Après 4 journées sans victoire, Seydina Alioune Djigo. Une victoire en championnat, le Djaraf n'avait plus connu cela depuis la 2e journée. Comme face à la Speaking, les hommes de la Sandia sortent la grosse artillerie, 4-1. La partie est pourtant mal engagée par le club de la Médina, 35e minute. Gouman Gueye, le latéral droit de Yego, voit son tir stoppé par Mohamed Sazman, mais le ballon est malencontreusement repris par Force Dior. Autogol. Le score reste inchangé jusqu'à la pause. Les coéquipiers de Djibril Sidibé n'égaliseront qu'à la 70e minute. Opération rachat de François Dior. Corner, le défenseur coupe la trajectoire et met le cuir hors de portée. La suite est une promenade de santé pour le Djaraf. Alpha Omar Sow, ancien sociétaire du Casa, donne le là. L'ancien capitaine de l'équipe nationale locale remet cela à la 82e minute. Lob astucieux, la dit Diego, vient de céder.
Le but d'Ibrahima Cissé plie définitivement le match. 4-1 pour le Jaraaf. Yego court toujours derrière une première victoire en championnat. Lanterne rouge après la phase aller. Le dur apprentissage de la Ligue 1 se poursuit pour les protégés de Maïbadji. Le Guédiawaye Football Club a battu l'US Gorée. Pendant ce temps, Duc et Uzo ont fait match nul. Oui, après 4 défaites d'affilée, le GFC s'est refait une sentence imposant le week-end dernier face à l'US Gorée sur le score d'1-0. Dans le même sillage, l'Iso et le Duc se sont séparés sur le score nul et vierge les temps forts de ces deux rencontres avec Enrique Bokoko. Après une série de 4 défaites consécutives, le GFC se devait de stopper l'hémorragie en championnat. À ce titre, une victoire face à Gorée est impérative. Fait inédit de cette 7e journée, le quatuor arbitral est féminin. Le 8 mars se poursuit sur les terrains de football de Ligue 1. Aminata Fall et ses assesseurs sont prêtes. Le coup d'envoi est donné par les insulaires. Sur cette remise en jeu d'Ousmane Beng, vieux Madiane Diop déborde sur le flanc droit, mais son centre au cordeau est dévissé. Les joueurs des Guédiawaye vont réagir. Mohamedou Diop adresse un centre dans la profondeur pour Mohamedou Dieng. Le feu follet du GFC se sert d'une pirouette pour créer un angle de tir, mais Mohamedou Sow est sur la trajectoire. Déterminés, les banlieusards sont plus entreprenants. Alassane Diallo, libre de tout marquage, ajuste une tête, mais pas assez appuyé pour inquiéter le portier de Gorée. Les assauts répétés du GFC vont déboucher sur un but de Mohamedou Dieng que vous ne verrez malheureusement pas sur ces images. Notre caméra s'est fait surprendre, mais la joie des banlieusards est tout de même sur notre viseur. 1-0, ce sera le score à la mi-temps. À la reprise, la physionomie de la rencontre est identique à celle de la première période. Les insulaires vont tenter de revenir. Ousmane Beng récupère la balle à l'entrée de la surface de réparation. Sur ce centre repoussé, Abdul Karim Sané pour la déviation. On joue un peu là et comme sur une table de ping-pong. Alassane Diallo arme une frappe qui passe largement à côté. Début de Pape Latir Diop. Les occasions vont se multiplier de part et d'autre. Le GFC va essayer de faire le break. Mohamedou Dieng, encore lui, choisit cette fois-ci l'option individuelle. Mais sa frappe passe au-dessus. Score final 1-0. Une victoire qui ramène la sérénité au sein du GFC. Notre seul souci était de remporter ce match. À défaut d'une victoire, le point du match nul n'aurait pas été une mauvaise opération. Nous sommes une équipe jeune et pleine d'ambition. Je suis déçu quand même, je ne le cache pas, parce que je voulais gagner et je m'attendais à une victoire. En deuxième heure, le choc Duc Uzo. Les champions en titre avaient à cœur de renouer avec le succès, après 4 matchs nuls d'affilée. D'entrée de jeu, les étudiants se mettent sur orbite. Johnson, Mwachoukou écarte pour Papis Dembakoli, mais sa frappe est repoussée par Babaka Gueye. Première incursion. Les joueurs de Wakam vont se montrer dangereux. Pape Rali Gueye remonte le terrain, mais il est arrêté à l'irrégulière par Alioune Fall. Monsieur Badara Diatta indique le coup franc. Ngalasila exécute la sentence, mais Aziz Dramé veillait au grain. 0 but partout à la mi-temps. En seconde période, les étudiants vont faire douter les champions en titre. Babacar Nyang, au milieu de terrain, tente de trouver Alioune Fall, mais sa frappe manque de précision. La charnière centrale de l'ISO s'en sort tant bien que mal. La solidité défensive sera plus présente en fin de partie de part et d'autre. Les deux équipes se neutralisent. Score final, 0 but partout. Le championnat de cette année est tellement court. Si une équipe se hasarde à rester derrière et à regarder les gens venir, mon vieux, ils vont se mordre le doigt. Donc moi, en ce qui me concerne, je mets le paquet. Effectivement, en tant que champion, bon, il faut apprendre à gagner les matchs le plus rapidement possible. Mais notre élimination en Coupe d'Afrique, les soubresauts traversés par l'équipe et la longue trêve quand même, ont laissé des séquelles. Mais je pense qu'on est très conscient de ce qui nous attend et il va rapidement quand même falloir relever le défi. Les deux formations sont dans le peloton de tête de la poule A. La course au play-off s'annonce palpitante. Un deuxième match nul dans la Ligue 1 toujours, Abdoulaye, cette fois-ci c'est avec Douane et Niaritali. Oui, Tcherno, l'AS Douane et Niaritali ont fait match nul, 0 but partout. C'était hier lors de la 17e journée du championnat de Ligue 1 au stade Demba Diop. Les deux formations occupent respectivement les 3e et 4e places de la poule B, Louis-Philippe Sagna.
C'est un choc entre deux équipes qui sont au coude à coude. L'AS Douanes 3e et Niary Tally 4e de la poule B. Et ce sont les Gaboulous qui n'ont pas mis du temps à ouvrir les hostilités peu après le coup d'envoi. Mais le centre de l'attaquant Mambiram Gaye est stoppé de justesse. Pendant presque une demi-heure, les protégés de Badara Sarr ont maintenu le pressing haut, sans qu'il y ait grosse frayeur. Côté Niary Tally, la première véritable tentative n'est intervenue qu'à la 28e minute de jeu sur une balle arrêtée. Va-t-il le jouer directement? Eh oui, c'est tout droit et c'est pas passé très loin. Ce coup franc bien exécuté par Mohamed Niang Diop. L'attaquant Mohamed Niang Diop va tenter une seconde fois suite à une contre-offensive. Le centre de Aldouma Gaye, point de pénalty, la tête de Mohamed Niang Diop qui n'est pas passé très loin. La sortie hasardeuse du gardien. Il y avait une position de hors-jeu de Mohamed Niang Diop. Avant le centre de Aldouma Gaye. C'est sur ce score de 0 but partout que les deux formations vont regagner les vestiaires. Il y a la faveur du vent et puis on va essayer de rectifier aussi et de faire monter le bloc parce qu'en défense, je pense que l'équipe de Niary Tally est un peu fébrile. Donc il va falloir les pousser dans le dernier retranchement. Une consigne bien perçue. Dès la reprise, les Gaboulous accélèrent le rythme. Mais cette défense jugée fébrile prouve le contraire. 10 minutes plus tard, une autre occasion. Tamboura pour Moussa Ndiaye dans les 16 mètres. La frappe de Moussa Ndiaye qui passe à côté. Jusqu'au coup de sifflet final, aucune des deux équipes n'a pu ouvrir le score. C'est la fin de la partie, 0-0 entre Niary Tally. Alors, nous fermons la page foot pour ouvrir la page des courses hippiques. 9e journée de la saison Babadère Sulistre. Babadère termine sa carrière en toute beauté hier à l'hippodrome municipal de Thiès en sortant vainqueur chez les Foutankés de la course de 2200 mètres. Le cheval s'est donné à fond pour franchir la ligne d'arrivée en tête du peloton. C'était sous les yeux de Aram Dao qui a appris à galoper depuis son document natal. Que de temps fort au stade municipal de Thiès ce 18 mars 2012. 48 chevaux répartis en 5 catégories. Cela donne une affiche composée des poulains de 2 ans, des poulains de 3 ans, des mbayards, des foutankés et des narougor. La course la plus décisive et sans doute la plus attendue de cette journée a été celle des narougor. 8 chevaux étaient en lice, mais la partie semblait se disputer à 3. Tal Bouyal Tal finira par coiffer au poteau Mara et le cheval Toi et Moi. Le comité national de gestion des courses hippiques a une fois de plus inscrit cette journée sous le sceau de l'innovation. En réalité, depuis que nous avons commencé l'année dernière jusqu'à présent, toutes les sections que nous avons initiées s'inscrivent, n'est-ce pas, dans ce contexte-là. La preuve, le 25 décembre, nous avons démarré les courses. Ce n'est pas dans nos habitudes. Habituellement, on démarre les courses au mois de janvier, au mois de février. Mais cette année-ci, le président chef a insisté pour que les courses démarrent en janvier. Les turfistes se sont bien régalés en attendant la reprise des compétitions. Elles seront suspendues pour les besoins du second tour de la présidentielle. Un arrêt que les chevaux pourraient mettre à profit pour reprendre des forces. Abdoulaye Petank, 17e édition du mémorial Hamoud Matoub a vécu. Oui, c'est pour changer complètement de discipline, Tcherno. Le tournoi donc s'est déroulé hier au Sporting Club. Un concours qui a réuni des centaines de boulistes venus de toutes les régions du Sénégal. Ce mémorial prépare les mondiaux de pétanque prévus en octobre prochain à Marseille, Koumba Diakhatemar. Le concours de ce dimanche se joue en triplette choisie. Les boulistes rendent ainsi hommage à un des leurs. Mémorial Hamoud Matoub. Hamoud Matoub qui a été un très grand joueur au Sénégal, sur le plan national et sur le plan aussi international. Qui a été, comme je l'ai dit tout à l'heure, plusieurs fois champion de Sénégal en doublette, en triplette, en individuel, tous des grands concours, les 24 heures, les 12 heures de Dakar, et a participé aussi à plusieurs championnats du monde de boules.
Et ils ont même gagné le trophée des As. Le tournoi réunit au Boulodrome Lamine Gueye 38 triplettes des joueurs venus de différentes régions du pays. On a fait une forte délégation de 15 joueurs, deux supporters et un membre du staff. Donc on a pris un quart. Des parties époustouflantes, elles se déroulent sous l'œil vigilant d'un arbitre international sénégalais. Je suis le doyen de tous les juges au plan international. Pas seulement en termes d'âge, mais en termes d'antériorité d'obtention du diplôme, parce que je l'ai obtenu en 82. Ce 17e mémorial Hamoudé Matoub est un test grandeur nature pour les joueurs en direction des mondiaux de pétanque prévus à Marseille les 3, 4 et 5 octobre prochains. Oui, et pour faire bonne figure, Thierno Mohamed Safiedine, Boubacar Diouf et Célia Dieng de Salibouriste Club ont remporté le tournoi dédié donc à Hamoud Matoub, la 17e édition du genre, aux dépens de Insasek Yann Ndiaye et Moumoudou Konaté de Saint-Louis Pétanque Club. Score 11-8, nous dit notre précieux collaborateur Jacob Ndir Bernard-Madou. Et nous passons au karaté. Un gala anniversaire et un stage d'arbitrage ont marqué ce week-end. Tout à fait. La Fédération sénégalaise de karaté a organisé ce dimanche le premier stage national d'arbitrage au stadium Marouis Ndiaye. Auparavant, le dojo Assegna de Yoff avait fêté les tout-petits à l'occasion de son gala annuel Sensei Yadmalo. Une belle occasion pour revisiter le règlement international de la Fédération mondiale de karaté-do qui a déjà commencé à être appliqué. Ce rendez-vous national s'est déroulé dans une bonne ambiance avec une forte participation des juges et arbitres du Sénégal. Ce fut aussi une belle opportunité pour Mamadou Sarr, nouvellement élu président de la Fédération, d'être présenté aux stagiaires. Mamadou Sarr en a profité pour lancer un message à la grande famille du karaté sénégalais, non sans rendre un hommage mérité au président sortant Souleymane Gaye. À ce stage national d'arbitrage dirigé par Mamadou Lamine Gueye, responsable national de la commission des arbitres, tous les points saillants de l'arbitrage ont été passés au peigne fin. Des discussions sur le règlement ont été ouvertes durant des heures avant que les arbitres ne rejoignent le tatami pour la pratique. Une première sur l'ère Mamadou Sarr et son staff. Auparavant, le dojo de la Sekna de Yoff a organisé son gala annuel au profit des tout-petits qui s'en sont donnés à cœur joie devant papa, maman, très fiers. Pour cette année encore, Sensei Mamadou Diop et son staff ont gratifié les meilleurs adeptes du dojo qui se sont distingués non seulement au dojo mais à l'école. Si les enfants ont présenté des tableaux intéressants, les grands n'ont pas été en reste. Ils ont proposé des séquences à faire rêver sous la conduite du maître des lieux Sensei Mamadou Diop. Membres, parents, amis et sympathisants se sont retrouvés dans un cadre convivial où le kimono a claqué. Une manifestation au cours de laquelle les tout-petits ont été très bien appréciés. Un ancien karatéka parle des fondamentaux de la pratique sportive. Il s'appelle Souleymane Badialo. Oui, Thierno, le champion d'Afrique a abordé dans son livre plusieurs points liés au sport et à la santé, sport santé, un binôme qui mérite une thèse de réflexion. L'auteur donc a accordé un entretien à Koumba Diakhaté-Mar. Règle de 3 heures, avant de venir, 3 heures avant, il ne faut pas manger. À l'entraînement. À l'entraînement, c'est pas bon, ça va. C'est valable même pour les non-sportifs qui font juste le sport de maintien? Bien sûr, pour tout le monde. Il faut respecter la règle des 3 heures. Et ensuite, se baser sur des indices pour pouvoir bien adapter son entraînement. Les dames, d'habitude, viennent aux entraînements parce qu'il y a deux choses. Elles ont pris du poids? Pris du poids, voilà le Nyentakal Wudji. C'est le Wudji Touti et nous disons bien pour prouver quelque chose. Alors que la pratique doit être naturelle. Mais bon, vous disiez une dame, d'habitude, il faut une trace diabète. Et c'est pas, il ne faut pas attendre
trace parce qu'après il y a un stress. Il faut venir naturellement s'entraîner. D'ailleurs, au premier chapitre, vous parlez de poids, de taille et de sport, c'est lié? C'est lié, parce que vous savez, il y a un poids idéal. Le poids idéal d'habitude c'est la taille moins 5. On ne dit pas que c'est ce poids que tu dois avoir. Mais quand tu vas dans une salle de sport, il faudrait que le moniteur puisse t'ouvrir une fiche technique pour te dire, par exemple, prends ton poids, prends ta taille. Maintenant, la taille et le poids idéal, c'est toujours la taille moins 5. Vous faites 1m75, 75 moins 5, 70, approximativement, ça doit être votre poids. Également, il y a des indices sportifs, c'est d'habitude la fréquence cardiaque maximum qui est calculée, c'est 220 moins votre âge. Et là, ça vous donne à peu près ce que Yaoul Sahol entend pour nous entraîner. Et à partir de là, nous avons quoi. Parce que d'habitude, les dames viennent s'entraîner ici. Tu les tires un peu, le lendemain du mignon, parce que ils sont mal partout. Et ils vont dire sport de la baïna. Alors qu'il y a de l'acide lactique qui se développe. L'acide lactique qui est dans les muscles. Il faut que nous revenions défendre les mêmes mouvements pour nous gagner. Et ça, il faut que nous parce que beaucoup de gens qui te filment. Dans ce moment-là, nous devons mettre parce que nous devons entraîner ça. Parce que beaucoup de gens Voilà, Tcherno, c'était tout pour le sport. Merci et à lundi prochain et vivement pour le triomphe de l'esprit du sport dans toute sa noblesse. Merci Abdoulaye. Rendez-vous est pris donc pour lundi prochain, Inch'Allah. Tout à l'heure, vous avez rendez-vous avec Maimouna Ndir pour le journal de la campagne. Juste après, Oumar Ning s'installe dans le magazine Parlons Programme. Un peu plus tard, Papa Biram Bigendiaï vous sert le journal du soir. C'était tout pour ce grand journal. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir et à demain soir, Inch'Allah.